Alors, donc, moi, je m'appelle Johanna Calderon, je suis chercheuse à l'Université de Montpellier, à l'INSERM, et je vais vous parler aujourd'hui du neurodéveloppement des cardiopathies congénitales. Donc, c'est un sujet de travail qui est assez différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent, je pense, dans votre formation, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les suivis des patients. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire d'abord la première partie, donc avec un cours en continu. À la fin, on fait les questions. On répondra à la deuxième partie avec d'autres sujets sur le même thème. Donc, voici le plan du cours. Alors, ce que je me réfère d'abord, c'est un état des lieux de la question, donc ce qu'on sait aujourd'hui sur le phénotype neurodéveloppemental et la santé mentale dans les cardiopathies congénitales. Je vais aborder également les facteurs des risques biologiques en termes prénatal, intraopératoire et d'autres types de risques, notamment environnementaux. J'aimerais aussi parler, notamment dans la deuxième partie, des répercussions cliniques de ces types de difficultés dans les patients cardiaques et du dépistage, de la nécessité d'impliquer le cardiopédiatre et le personnel médical dans le dépistage de ces types de difficultés. Et enfin, nous allons finir donc, après la première partie, donc après le déjeuner, avec un témoignage d'une famille qui a très gentiment accepté de venir vous parler sur son vécu par rapport aux troubles du neurodéveloppement de son enfant qui était donc diagnostiqué avec une cardiopathie congénitale. Alors, comme vous savez tous, bien sûr, l'amélioration de la survie des cardiopathies congénitales a été très importante dans la dernière décennie. Hein. On a une amélioration considérable, même pour les cardiopathies les plus sévères, hein, notamment les cœurs univentriculaires, où on a un pourcentage de survie après la chirurgie cardiaque qui est supérieur à 70% hein, pour les cas les plus compliqués. Ça va monter jusqu'à plus de 85% pour les malformations cardiaques biventriculaires complexes. Et puis, pour les malformations qui sont un petit peu moins complexes en termes de physiologie et de complexité biologique, donc on a proche de 100% de survie après la première chirurgie, notamment dans les premiers mois de vie. Et puis, cette tendance va se confirmer sur le long terme, puisqu'on va avoir vraiment une amélioration de la survie sur l'âge adulte. Donc, avec aujourd'hui, on a même plus d'adultes qui vivent avec une cardiopathie congénitale que d'enfants. Donc, on a cette shift démographique dernièrement qui fait que la population ne cesse d'augmenter. Et donc, avec ces shifts démographiques, nous allons nous focaliser sur d'autres questions qui sont extrêmement importantes par rapport au suivi de patients, notamment par rapport au devenir des enfants. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup du neurodéveloppement et de la santé mentale dans cette population et on le met même à un niveau d'enjeu majeur de santé publique, compte tenu de la croissance démographique dans les cardiopathies. Alors, on s'intéresse bien sûr à comment les enfants diagnostiqués, opérés survivent pendant l'enfance, mais on va expandre cet intérêt à la période fœtale, donc bien avant la naissance de l'enfant, notamment en s'intéressant au bien-être des parents et aux conséquences que peuvent avoir la malformation cardiaque au niveau cérébral. Et puis, on va s'intéresser bien sûr à ce qui se passe après une fois que les enfants sortent du circuit des suivis pédiatriques, donc à l'âge adulte, et bien maintenant, on se pose même des questions sur le vieillissement de la population avec des cardiopathies congénitales en général. Alors, ça fait déjà à peu près une vingtaine d'années qu'on parle de façon assez, je veux dire, pressante des troubles du neurodéveloppement dans les cardiopathies. Mais ce n'est que depuis 2012, finalement, que nous avons eu les premières recommandations de l'American Heart Association, donc, qui était soutenue par l'Académie américaine de pédiatrie également.
et qui mettent les troubles du neurodéveloppement en tant que la morbidité la plus fréquente en termes de prévalence dans les cardiopathies congénitales, notamment les cardiopathies complexes. Donc, vous imaginez, ça pose un challenge énorme pour le dépistage, pour diagnostiquer ces types de difficultés, pour la prévention et les traitements de ces difficultés. Donc, c'est une question qui se pose réellement dans les suivis des patients et qui ne concerne pas que les professionnels de santé mentale, qui concerne bien sûr les cardiopédiatres qui sont en première ligne finalement vis-à-vis des patients et des familles. Alors, qui est finalement à haut risque neurodéveloppemental? Alors, il y a bien sûr plusieurs facteurs de risque qui ont été évoqués dans les différentes études, mais il y a on va dire un commun dénominateur qui concerne la complexité de la cardiopathie. Alors, il paraît logique de penser effectivement qu'un parcours compliqué en termes de parcours chirurgical, parcours post-opératoire, sera associé donc avec un risque de survenue de troubles du neurodéveloppement plus important. C'est le cas effectivement pour les malformations cardiaques congénitales considérées comme sévères, notamment par exemple les transpositions des gros vaisseaux, même si elles sont réparées au néonatal sans complications majeures en période post-opératoire. Ce risque-là va augmenter pour les cardiopathies considérées comme plus complexes et qui doivent être palliées, comme par exemple les types d'hypoplasie du cœur gauche ou d'autres types de cardiopathies qui ne peuvent pas être réparées, en tout cas en période précoce. Et ce risque-là va être d'autant plus important pour les cardiopathies qui sont associées à des syndromes génétiques et des complications et des anomalies extracardiaques importantes. Donc, on va avoir bien sûr une augmentation de ce risque. Alors, il faut voir le risque neurodéveloppemental comme vraiment un spectre. Alors, il y a des différents niveaux de sévérité. On n'est pas dans les conditions où c'est homogène. Hein. On a une grande variété finalement de présentations cliniques. Mais globalement, on fait une classification du risque selon la complexité. Alors, il y a d'autres types de risques neurologiques. On a, d'après les études qui ont été faites dans les dernières années, il y a le fait d'avoir une chirurgie cardiaque avant 1 an, qui est confondu plus ou moins quand même avec la complexité de la cardiopathie. Le fait d'une naissance alors prématurée, mais non seulement prématurée, mais avant ce qu'on se considère comme le full term, donc qui est 39 semaines d'âge gestationnel. Donc, toutes les naissances qui surviennent avant ont un risque un petit peu supérieur de présenter des déficits cognitifs et neurologiques. Et puis, la présence d'anomalies neurologiques mises en évidence par des examens de type IRM cérébral au néonatal. Alors, dans cet article de recommandation de suivi des cardiopathies congénitales en termes de neurodéveloppement, ils ont établi une catégorie des patients qui seraient à plus haut risque neurodéveloppemental avec un niveau d'épreuve d'évidence scientifique extrêmement élevé. Donc, on a dans cette catégorie des patients, on retrouve les enfants qui ont une chirurgie néonatale, donc comme je vous ai dit, donc la transposition des gros vaisseaux et l'hypoplasie du cœur gauche, par exemple. Toutes les cardiopathies qui sont cyanogènes, dont la chirurgie se passe dans les 3 premiers mois de vie, généralement, comme la tétralogie de Fallot, par exemple, en fonction bien sûr de la présentation clinique. Et puis une combinaison de la cardiopathie avec d'autres facteurs de risque, par exemple une naissance prématurée, comme je vous avais énoncé un petit peu plus tôt, une restriction de croissance in utero, ou ce qu'on appelle maintenant le small for gestational age, qui est un petit poids de naissance pour la gestationnelle, la présence des syndromes génétiques, le fait de nécessiter un support extra-corporel comme le ECMO ou VAD, ou une hospitalisation prolongée. Alors, on peut le regarder en termes de nombre de jours, par exemple, où l'enfant reste en post-opératoire. Globalement, dans la majorité des études, ils ont établi une sorte de limite, de cut-off de 2 semaines sur lesquelles on considère un enfant à risque plus élevé neurodéveloppemental.
La présence également d'anomalies neurologiques, hein, que ce soit dans un repérage clinique, par exemple, de convulsions néonatales, des anomalies repérées à l'IRM et la microcéphalie qui est assez courante pour certains types de cardiopathies. Et bien sûr, les enfants qui ont un parcours long, compliqué, avec plusieurs interventions et notamment des transplantations cardiaques, sont à plus haut risque neurodéveloppemental. Alors, ce qu'on voit dans l'état neurologique en période néonatale, alors là, je vais parler surtout de cardiopathie congénitale complexe, la plupart du temps isolée. Donc, on essaie de voir un petit peu si la cardiopathie a un impact sur le cerveau en dehors de l'association syndromique. Et ce qu'on retrouve au niveau macroscopique dans l'IRM anatomique, c'est des lésions de la substance blanche pour à peu près 40% des nouveau-nés, selon les cohortes. Ça peut varier un petit peu, hein, ça peut être un petit peu moins, avant la chirurgie. Donc là, par exemple, vous voyez des images IRM d'un nouveau-né avec une transposition des gros vaisseaux, un DTGA, où on voit avant l'opération quelques lésions de la substance blanche relativement discrètes, relativement focalisées, mais qui sont bien présentes avant toute prise en charge, même des prises en charge du cathétérisme interventionnel pour certains cas. Ce pourcentage de lésions de la substance blanche a tendance à augmenter un petit peu après la chirurgie cardiaque, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas ce qui change majoritairement la présentation. Environ 60% des enfants avec des malformations cardiaques cyanogènes, notamment la TGV, présenteraient ces types de lésions macroscopiques de la substance blanche. Ça peut être un peu plus étendu, donc comme vous voyez ici, avec des lésions diffuses au niveau périventriculaire. Donc, dans certains cas, et heureusement, ça reste quand même, ce n'est pas la majorité, hein, mais dans certains cas, on peut même parler de leucomalacie périventriculaire, qui est un type de lésion neurologique des ventricules latéraux au niveau cérébral du nouveau-né. Et pourquoi c'est important? Parce que ça reflète une altération vraiment du carrefour des connectivités cérébrales qui va toucher un certain nombre de structures qui sont essentielles pour la cognition, pour le neurodéveloppement. Notamment, nous avons des altérations de l'hippocampe, de l'amygdale et des connexions au niveau du cortex supérieur qui, dans ces cas-là, peuvent être altérées. Et donc, bien sûr, ces types de morbidités neurologiques qu'on repère donc, à l'IRM vont être en lien avec un pronostic neurodéveloppemental on va dire, moins optimiste dans ces cadres-là. Alors, nous voyons aussi en néonatal des altérations microscopiques, cette fois-ci de la substance blanche en période néonatale, toujours pour les cardiopathies complexes. Donc, nous avons observé dans différentes études, hein, ça c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus récent en termes d'évidence, mais les recherches sont assez consistantes dans les résultats, où on met en évidence une altération de la microstructure de la substance blanche, donc en période néonatale, et ça va être vu aussi pendant l'enfance. Donc, comment on détecte ça? Donc, il y a des méthodes en diffusion tensor imaging, donc des DTI, de l'imagerie par diffusion, qui va faire un examen de l'état des lieux, en gros, des fibres de la substance blanche. Et donc, il y a un marqueur de cet examen qui s'appelle l'anisotropie fractionnelle, qui a tendance à être réduite chez les nouveau-nés avec une cardiopathie congénitale complexe. Donc, l'anisotropie fractionnelle, en gros, c'est un indicateur finalement de la connectivité cérébrale qui va nous donner une indication sur l'état des maturations connectiques, vraiment de la substance blanche, des réseaux axonaux, des faisceaux des fibres. Et plus c'est bas, moins c'est développé, plus c'est haut, mieux c'est pour le développement cognitif et bien sûr ensuite pour le développement cérébral de l'enfant. Donc, on a cette mise en évidence de cette altération de la connectivité cérébrale que nous allons retrouver ensuite dans des cohortes qui sont suivies dans la durée, donc même notamment à l'adolescence et l'âge adulte, on retrouve un pattern relativement similaire.
Alors, d'un point de vue clinique, quand on reçoit les enfants en consultation et qu'on fait des tests standardisés, par exemple, pour repérer un petit peu le niveau neurodéveloppemental, ce qu'on observe au tout début, le phénotype qui a été repéré pour les tout petits, entre 0 et 3 ans, généralement, ça concerne des anomalies qui sont plutôt légères, voire modérées pour certains cas, à l'examen neurologique en période néonatale. Donc, notamment, on voit pas mal d'hypotonie, un petit peu de microcéphalie pour un pourcentage non négligeable de ces patients. Des retards moteurs hein, qui sont un petit peu légers, je dirais. C'est pas l'aspect la plus franc du tableau de la présentation clinique. Ça peut concerner la motricité fine, ça peut concerner la motricité globale. Mais ce qui est très important, je pense, à souligner, c'est que les déficits sensoriels ou les déficits sévères, on va dire le polyhandicap, par exemple, les déficits sévères du langage sont quand même très, très rares. Donc, on n'est pas du tout dans cette présentation extrêmement sévère, en tout cas au début, des troubles de neurodéveloppement dans les cardiopathies. Alors, ce qui se passe après donc l'âge de 3 ans, donc là, au niveau préscolaire, scolaire, est un petit peu plus encourageant, j'ai envie de dire, parce que on voit clairement que le problème n'est pas tellement un problème de développement global. Ça serait beaucoup plus embêtant si on avait une réduction massive de l'intelligence, par exemple, avec des troubles un petit peu plus sévères. Ce n'est pas le cas du tout pour la plupart des enfants, hein. Donc ça, il faut bien le souligner. Par exemple, ici, vous avez les résultats d'une étude en population, d'une des seules études d'ailleurs prospectives en population qui existe à l'heure actuelle, qui est l'étude EPICARD, qui a été faite, donc dirigée par les professeurs Goffinet, donc à Paris, et Baba Kochnoud et Damien Bonnet à Necker, qui ont montré finalement que le suivi des enfants en général était plutôt rassurant pour beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, on a 45% des enfants qui ont été suivis dans la cohorte Epicard à l'âge de 3 ans ont un QI, donc un quotient intellectuel, une intelligence strictement normale, pas du tout de déficit neurocognitif, par exemple. Cependant, malgré ces résultats encourageants, on va avoir quand même près de 40% des enfants qui, malgré une intelligence générale tout à fait normale, vont présenter un certain nombre de déficits spécifiques. Donc, on est vraiment dans les très précis en termes de neurodéveloppement qui commencent à se voir à l'âge de 3 ans. Et ces déficits concernent essentiellement des problèmes d'attention, par exemple, des problèmes de comportement, un retard dans le développement des capacités sociales. Donc, c'est des choses beaucoup plus fines qu'on ne détecte pas forcément dans un examen pédiatrique classique, mais qui sont rapportées par les parents et qui malheureusement ont un risque d'évoluer défavorablement si nous n'avons pas en place des stratégies de rémédiation déjà à cet âge-là. En ce qui concerne les déficits, on va dire, un peu plus importants, hein, une réduction du QI, par exemple, on va avoir 12% de l'échantillon ici suivi, donc 415 enfants, qui vont présenter des déficits modérés de l'intelligence avec quelques problèmes spécifiques. Alors, 6% avec un retard mental. Ces pourcentages ne sont pas dramatiquement différents de ce qu'on observe dans la population générale. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas tellement là le problème hein, en général. Pour la population, évidemment, c'est important de traiter ces types de difficultés, mais ça vous donne une idée un petit peu de l'état de la question si on prend la population des cardiopathies congénitales dans son ensemble. Alors justement, la prévalence de ces types de difficultés et le moment du repérage est extrêmement important. Et je vous montre ces graphiques-là puisque ça représente bien le fait qu'on ne va pas repérer tous les problèmes neurodéveloppementaux au même moment. Ça paraît tout à fait évident, mais je pense que c'est important de le souligner, notamment en lien avec la nécessité d'un suivi vraiment dans la durée. On va avoir des choses qui vont apparaître assez rapidement dans l'examen des contrôles, par exemple post-opératoire, hein, des problèmes au niveau moteur, de suivi à l'âge de 1 an, par exemple, un petit peu de retard de langage,
Mais il y a des choses qui vont apparaître beaucoup plus tard, donc il faut attendre l'âge préscolaire, j'ai envie de dire 4, 5 ans, voire 6 ans, parfois un petit peu plus tard, pour voir émerger ces types de difficultés neurodéveloppementales, notamment des problèmes qu'on a évoqués précédemment, donc spécifiques et en relation aux fonctions exécutives. Donc, on parle beaucoup des fonctions exécutives dans la cardiopathie congénitale. Je ne vais pas vous faire un cours, bien sûr, sur ce que c'est et comment les repérer, mais je pense que c'est important pour l'équipe médicale, les cardiopédiatriques, d'être sensibilisés à ça, puisque ça concerne 50 à 70% des enfants que vous allez suivre potentiellement dans votre pratique. Donc, les fonctions exécutives, c'est un type des déficits neurodéveloppementaux qui peut être très variable selon les patients, qui est sous-tendu très largement par ce défaut de maturation en termes de la substance blanche. Hein. Très souvent, on le voit dans différents types de populations pédiatriques où on voit une altération des fonctions neurocognitives exécutives suite à des problèmes de mélanisation, par exemple, à des problèmes de connectivité cérébrale. Et comment ça va se présenter? Alors, ce que vous risquez de voir dans votre pratique, par exemple, c'est des problèmes, si les parents vous en parlent, de problèmes de contrôle des comportements. Très souvent, en tout cas, nous, professionnels de la santé mentale, quand on reçoit des enfants avec des cardiopathies congénitales, il est fréquent d'entendre dire que voilà, les enfants peuvent être impulsifs, qu'ils n'arrivent pas à attendre leur tour. Ça, c'est tout à fait normal à 4 ans, hein, mais ça devient un petit peu moins normal lorsque l'enfant a déjà 10, 12 ans et ainsi de suite. Il y a des problèmes de mémoire de travail. Ça, c'est assez courant. Hein, les oublis très fréquents. Le fait que les enfants parfois ont du mal à suivre les instructions. Donc, ça paraît tout à fait bénin hein, si ça arrive de temps en temps. Évidemment, ça arrive, bien entendu, même aux adultes. Mais le problème, c'est que ça affecte la qualité de vie des enfants et que ça porte atteinte à leur scolarité, à leur dynamique familiale. Donc, c'est bien sûr quelque chose qui doit attirer notre attention lorsqu'on reçoit ces patients. Des problèmes de rigidité cognitive aussi, c'est très courant pour certaines de ces cardiopathies. Et c'est en lien avec ce qu'on appelle de troubles du spectre autistique pour une minorité de ces patients qui présenteraient ce profil neurodéveloppemental. Alors, on peut repérer les problèmes de fonction exécutive et d'autres problèmes neurodéveloppementaux avec une visite médicale, avec une visite chez les psychologues, par exemple, ou d'autres professionnels de la santé mentale. Mais on a besoin d'une standardisation des difficultés pour réellement comprendre le profil de l'enfant. Et c'est ce qu'on a proposé dans différentes études, notamment, je vous montre ici une étude que nous avons faite avec une cohorte d'enfants avec une transposition des gros vaisseaux à Paris, où nous avons regardé de façon très détaillée l'ensemble de ces fonctions neurocognitives des hauts niveaux, donc des fonctions exécutives. Et nous avons comparé les résultats de ces groupes des patients à un groupe contrôle, tout bêtement. Nous l'avons comparé également aux normes attendues dans la population générale française. Et ce que nous avons vu, c'est quelque chose d'assez frappant en termes d'homogénéité des résultats. On a une tendance dans les groupes avec une TGV à avoir des scores standardisés inférieurs au groupe sans cardiopathie congénitale. Cela concerne à peu près, comme je disais, 50 à 70% des enfants qui seraient considérés comme ayant un déficit de fonction exécutive, malgré un QI normal. Alors, je voudrais vraiment insister sur cette notion-là, puisque le fait d'avoir une intelligence normale, malheureusement, n'est pas assez protecteur pour des déficits neurocognitifs spécifiques. Et finalement, c'est ça qu'on observe dans la très grande majorité des cas de cardiopathie congénitale. Alors, ce problème de fonction exécutive est un problème qui parfois peut être diagnostiqué comme un trouble de l'attention,
parfois, ce n'est pas suffisant pour considérer ça comme vraiment un diagnostic, on va dire, neurodéveloppemental des troubles. C'est toujours un spectre, hein, il faut vraiment considérer ça comme des variabilités en termes de sévérité. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le déficit de l'attention, ce qu'on appelle le ADHD ou le TDAH, je crois, ça se dit comme ça en français, et le taux de diagnostic est beaucoup plus élevé dans les cardiopathies congénitales. J'ai envie de dire notamment complexes, mais on commence à retrouver cette prévalence aussi élevée dans d'autres types de cardiopathies qui ne sont pas forcément opérées dans la première année de vie. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, ça, c'était les résultats d'une étude publiée dans Pediatrics en 2021 qui a comparé donc, les enfants dans un registre hospitalier hein, qui avaient une cardiopathie congénitale et qui ont reçu en même temps un diagnostic de trouble de l'attention. On les a comparés donc avec tous les autres patients qui n'étaient pas diagnostiqués avec des cardiopathies, mais qui ont été diagnostiqués avec un trouble de l'attention pendant la même période. Et on a vu les taux de diagnostic selon l'âge. Donc, ça a commencé à 4 ans. C'est un petit peu tôt quand même pour diagnostiquer, je pense, de déficit de l'attention. Mais en tout cas, vers 7-8 ans, on commence à avoir un avis beaucoup plus clair hein, dans la présentation clinique des enfants. Et on voit que le taux de diagnostic est supérieur dans le groupe avec cardiopathie, à peu près 2 fois supérieur, hein, statistiquement significative au fur et à mesure de l'âge. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve à différents moments du développement et pour toutes sortes de cardiopathies. Donc, on a quand même ce risque à soulever. Et je pense que pour vous, c'est important de penser à quelles seraient les présentations les plus courantes potentiellement chez vos patients. Alors, pourquoi j'insiste vraiment sur ça? Alors, bien sûr, c'est les plus prévalents, c'est quelque chose qui affecte beaucoup d'autres facteurs. Et surtout, ces problèmes de fonction exécutive et des troubles de l'attention qu'on voit très, très souvent vont avoir ce qu'on appelle une haute comorbidité avec d'autres problèmes que nous observons pour un certain pourcentage de la population avec cardiopathie. Par exemple, on observe une élévation de ce qu'on appelle des troubles ou des traits autistiques. Ce n'est pas forcément des diagnostics d'autisme, mais on va voir une élévation des difficultés sociales, par exemple, des difficultés relationnelles qui peuvent être assez présents finalement dans ces groupes des patients. Beaucoup de troubles d'anxiété et de dépression, notamment à l'adolescence, à l'âge adulte. Pour les enfants, c'est un petit peu moins prévalent. Et puis pour les enfants, bien sûr, c'est des troubles des apprentissages, les fameux 10 dont on parle beaucoup, qui consistent vraiment dans des troubles finalement assez spécifiques, pas forcément en lien, encore une fois, avec l'intelligence. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit en termes de présentation clinique. Donc, justement, j'ai parlé de risque d'autisme. Alors, souvent, ça fait effectivement un petit peu peur puisqu'on se dit, mais c'est quand même rare, hein, c'est quand même… et c'est vrai, ce n'est pas du tout la majorité des enfants avec cardiopathie qui vont présenter un diagnostic d'autisme. Loin de ça. Cependant, il faut comprendre le risque en termes de comparabilité avec les enfants, la population générale, qui n'a pas, bien sûr, de risque cardiaque. Et on sait dans certaines investigations récentes, notamment des études rétrospectives, donc voilà, des résultats quand même à confirmer avec des études en population prospective. On sait qu'il y a un risque qui est 5 fois supérieur de recevoir un diagnostic d'autisme au cours de l'enfance et de l'adolescence pour les patients qui ont des cardiopathies. Ceci dit, bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant hein, pour les enfants qui sont concernés et qui nécessitent une prise en charge particulière. Mais si on se détache un petit peu du diagnostic d'autisme, on sait qu'en absence de ce diagnostic, on va dire, psychiatrique de troubles autistiques, on va avoir près de 50% des enfants, adolescents et voire adultes, jeunes adultes, qui vont avoir à un degré de difficultés sociales. Donc, par exemple, je vous mets les petites images ici. C'est une étude que nous avons faite avec une cohorte d'enfants de 7 à 8 ans
à l'hôpital Necker, où on leur demandait d'identifier un certain nombre d'émotions qu'on présentait comme ça, par exemple dans un test pour lequel on avait des normes attendues pour l'âge. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage non négligeable d'enfants avec une TGV qui avaient du mal à identifier ces informations à caractère social. Alors, ça c'est quelque chose qui n'est pas retrouvé pour tous, hein, mais qui élève un petit peu le risque social et la nécessité de prendre en charge ces types de problèmes, encore une fois, qui ne sont pas du tout du handicap lourd, qui ne sont pas du tout de problèmes de déficit intellectuel, mais qui méritent une intervention précoce. Donc ici, je vous montre juste à titre, on va dire, d'illustration, la distribution, on va dire le risque, la probabilité d'avoir un diagnostic d'autisme selon le type de cardiopathie congénitale. Donc ça, c'était une étude qui a été faite aux États-Unis, donc en utilisant un registre national donc de l'armée notamment, mais qui mettait en lien le diagnostic de la cardiopathie et le diagnostic d'autisme. Quand on regarde donc la probabilité, le odds ratio ici, cette fois-ci est significatif pour n'importe quel type de cardiopathie quand on prend le groupe dans l'ensemble. Cela reste élevé pour un certain nombre de cardiopathies, y compris pour celles qui ne sont pas considérées comme, en tout cas selon les recommandations actuelles, comme un risque neurologique, comme les ASD, Atrial Septal Defect. Et puis, on aura une diminution pour certaines de ces cardiopathies. Ces résultats sont à prendre, je pense, avec un petit peu de précaution, puisque la puissance statistique pour certains de ces types de catégories reste quand même faible. Il y a un signal, j'ai envie de dire, il faut prendre ça comme un signal important qui nous dit, voilà, il faut qu'on prête un petit peu plus attention à cette présentation clinique et puis, bien sûr, qu'on puisse traduire cette information en intervention, en prévention. Alors, quelque chose qui est très frappant et qui est de plus en plus discuté, je pense, dans tous les congrès de cardiopédiatrie, de pédiatrie, de neuropsychologie, enfin voilà, c'est quelque chose qui attire énormément l'attention de par son importance, c'est l'état de santé mentale des enfants et des adolescents avec des cardiopathies congénitales. Alors, jusqu'à un certain moment, on s'était focalisé beaucoup sur l'aspect neurologique, sur l'aspect neurodéveloppemental. Et là, on se rend compte que finalement, l'aspect émotionnel prend un petit peu le dessus pour un certain nombre de ces patients, notamment à l'adolescence. Alors ici, donc, dans ce tableau, je voudrais vous montrer un petit peu le pourcentage d'enfants, et dans l'occurrence ici, c'est des adolescents avec un cœur univentriculaire, notamment ceux qui ont eu une procédure Fontan et qui ont été diagnostiqués avec un type de trouble psychiatrique. Donc, quand je dis diagnostiqué, c'est vraiment suffisamment important et sévère pour être vu par un pédopsychiatre et pour être diagnostiqué comme ayant ce type de troubles. Alors, nous avons comparé donc dans cet article la cohorte d'enfants, d'adolescents post-Fontan, un groupe référent d'adolescents tout venants qui étaient à Paris en âge et en sexe et pour des différentes variables sociodémographiques. Et nous comparons donc le diagnostic, ce qu'on appelle lifetime, c'est-à-dire les diagnostics reçus à n'importe quel moment dans la vie de troubles psychiatriques, et le diagnostic current, donc le diagnostic actuel des maladies psychiatriques. C'était extrêmement alarmant de voir que 65% de la cohorte post-Fontan avaient déjà été diagnostiqués avec un type de trouble psychiatrique. Ça pouvait être un trouble de l'anxiété, ça peut être de la dépression, du stress post-traumatique, des troubles des conduites. Alors, dans ces cadres-là, c'est le ADHD, on va dire, est mis dans la catégorie troubles du comportement sévère. Par rapport, donc, ce que vous voyez ici, le pourcentage du groupe contrôle qui était de 22%.
46% étaient actuellement diagnostiqués avec un trouble psychiatrique contre 11%. Donc, vous voyez, c'est quand même une différence assez importante. Le déficit, on va dire, je ne dirais pas le déficit, mais en tout cas, le type de troubles psychiatriques les plus fréquents étaient les troubles d'anxiété. Ça pouvait prendre différentes formes, hein. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de le type de troubles d'anxiété qui étaient diagnostiqués, mais en tout cas, ça pouvait avoir une présentation d'anxiété sociale, ça pouvait avoir une présentation d'anxiété généralisée, beaucoup par rapport aux procédures médicales, par exemple, qui augmentait ce sentiment de mal-être mental. Et ça s'élevait à 35%, ce qui est quand même bien supérieur à ce qu'on observe dans la population générale. On est à peu près entre 7 et 10%. Actuellement, alors ça dépend de quand on prend la mesure, hein, bien entendu, et dans quel pays on la prend. Il y a des pays qui diagnostiquent un petit peu plus, des pays qui diagnostiquent un peu moins. Mais globalement, ça nous donne une indication quand même sur la gravité de la question, notamment pour les enfants qui présentent des cardiopathies très complexes comme les hypoplasies du cœur gauche ou alors qui vont vers un Fontan. Alors, juste pour remettre quand même les choses dans son contexte, on a fait la même étude avec d'autres sous-catégories de cardiopathie, notamment les TGV, les tétralogies de Fallot. On retrouve, on va dire, le même pattern, mais avec moins de sévérité. Donc, on a quand même une élévation des troubles psychiatriques pour les autres types de cardiopathies, mais c'est un petit peu moins frappant que ce qu'on voit ici. Et donc, ce qu'on retrouve au niveau cérébral pour les jeunes adolescents et jeunes adultes qui ont une cardiopathie complexe, comparé à un groupe contrôle, ce qu'on peut attendre dans un développement neurotypique, on voit une altération de la substance blanche également, donc au niveau microscopique. On retrouve ces marqueurs d'anisotropie fractionnelle qui va être plus faible chez les adolescents et aussi chez les jeunes adultes, comparé donc à un groupe contrôle. Donc ici, par exemple, vous avez différentes coupes au niveau du cerveau, ça c'est pour les adolescents. Ici, illuminé en rouge, vous avez les zones pour lesquelles nous avions une réduction significative de ce marqueur d'anisotropie fractionnelle. On le voit, on les repère, c'est vraiment ce qu'on appelle widespread, des anomalies vraiment étendues au niveau cérébral. Pour les adultes, ça se présente un petit peu de façon moins importante, j'ai envie de dire, mais c'est quand même présent et c'est quand même significatif, toujours quand on compare à des groupes qui n'ont pas de cardiopathie congénitale. Alors, l'implication clinique, on va dire, de ce type de problème qu'on repère dans l'IRM des diffusions va être corrélée au pronostic neurodéveloppemental. Donc, il y a une corrélation entre les anomalies de la substance blanche chez les adolescents, chez les jeunes adultes et les pronostics, notamment en termes de fonction exécutive. Donc, par exemple, dans cette étude que je reprends de l'étude précédente qui a été faite par une des doctorantes que je suis à Zurich, nous a montré finalement que le groupe d'adultes avec une cardiopathie congénitale, lorsqu'il comparait à un groupe d'adultes neurotypiques, en tout cas sans cardiopathie, on a cette diminution de ce que je vous ai présenté avant, donc des anomalies de la substance blanche au niveau microscopique, une réduction du FA, donc fractional anisotropy. Et cette diminution ici, donc vous la voyez ici dans cette graphique-là, donc plus c'est élevé, mieux c'est, hein, ça veut dire que ça implique une meilleure connectivité cérébrale. Donc, on va avoir cette corrélation avec des scores, des performances en fonction exécutive que vous avez ici dans l'axe du y-axis here. Donc, vous avez cette relation qui va être linéaire, qui va être significative pour les groupes des patients. Donc, plus l'anisotropie fractionnelle est importante, plus ça s'approche de 1, meilleurs seront les résultats neurocomportementaux dans les tests que nous proposons.
Alors, quelles sont les causes maintenant? On va dire, là, pour l'instant, on a vu vraiment le phénotype, ce que vous pouvez attendre, par exemple, dans la présentation de certains patients à risque. Maintenant, comprendre d'où viennent ces difficultés, pourquoi est-ce qu'on retrouve une telle prévalence, c'est pas une tâche simple, c'est pas certainement une étiologie unique. Donc ça, j'imagine que vous avez vu, en tout cas, penser à un certain nombre de risques. Effectivement, c'est une multitude de risques qui vont être, je dirais, synergiques, qui ont un risque d'être cumulatives et interactives. Donc, vraiment, faut garder ça à l'esprit. Il y a des facteurs préopératoires qui peuvent conditionner un patient à avoir un risque plus élevé, comme j'avais mentionné au tout départ, des anomalies génétiques, des facteurs de risque in utero, avec notamment des anomalies qu'on a retrouvées récemment en termes de débit sanguin cérébral pour certaines cardiopathies. Des facteurs, on va dire, un peu mieux connus en termes périnatales, comme un faible poids des naissances, des facteurs sociodémographiques aussi qui viennent se rajouter aussi au pronostic neurologique. Les facteurs intraopératoires, alors jusqu'à un certain moment, on a pensé que c'était essentiellement à cause de facteurs intraopératoires qu'on avait autant de problèmes neurodéveloppementaux. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans les recherches qui ont été menées dans des cohortes très récentes, on se rend compte que finalement, ils s'expliquent très peu de la variance dans le pronostic neurodéveloppemental. Dans les scores, finalement, ce n'est pas tellement ça qui va expliquer le plus les troubles. Par contre, il y a toutes les variables d'instabilité, je veux dire hémodynamique, donc tout ce qui se passe après l'intervention cardiaque en périopératoire et en post-opératoire va avoir aussi une importance non négligeable dans les pronostics. Alors, juste pour annoncer un petit peu de certains facteurs, alors en dehors comment dire, de comorbidités syndromiques, en dehors de syndrome génétique à proprement parlant, il existe des facteurs génétiques qui vont prédire, en tout cas qui vont être associés à un risque neurodéveloppemental plus élevé. Par exemple, c'était encore une fois juste un des exemples, c'est le rôle de génotype ApoE, donc apolipoprotéine E, qui a un rôle fondamental dans les processus oxydatifs du stress vasculaire. Donc, c'est un polymorphisme dont on parle beaucoup, surtout par rapport aux capacités de récupération neuronale, et qui semble être en lien avec le pronostic post-opératoire neurodéveloppemental dans les cardiopathies. Alors ici, vous avez des résultats, une partie des résultats en tout cas de l'étude qui a été menée par l'équipe de Philadelphia. Ça commence à dater un peu, c'est en 2003. Qui met en évidence que les enfants qui portent un génotype Y2, donc ApoE2, vont avoir un risque neurodéveloppemental supérieur aux autres présentations génotypiques. Donc, pour mieux comprendre ces graphiques, là, ici, ce qui est représenté ici, c'est le score neurodéveloppemental qui est standardisé. Vous avez une moyenne de 100, ce qui est attendu de la population générale, ce qui est normal, on va dire. Et puis, dans ce qui est en dessous, bien sûr, c'est des performances inférieures. Ce qui est au-dessus, c'est des performances supérieures. Le PDI, c'est le score psychomoteur, donc développement moteur, est-ce que l'enfant marche, est-ce que l'enfant est capable de soutenir, prendre un stylo, voilà, des choses de ce type-là. Et puis le MDI, c'est le score mental, on va dire, de compréhension, de raisonnement, de compréhension du langage. Donc là, vous voyez effectivement ce risque qui est assez frappant, notamment pour l'aspect psychomoteur des enfants. Alors, ces résultats ont été répliqués dans plusieurs cohortes américaines qui donnent lieu aux résultats effectivement similaires à différents âges. Donc, ça c'est pour les tout petits, ils ont des résultats aussi pour un petit peu plus grands et on semble confirmer ce rôle génétique particulier. Alors, il y a d'autres variations, des variants génétiques qui seraient impliqués aussi dans l'émergence de troubles neurodéveloppementaux.
notamment de ce qu'on appelle de novo mutations, donc des mutations de novo qui semblent expliquer un certain pourcentage de troubles neurologiques. Alors, les facteurs prénataux, donc là, c'est quelque chose qui est assez récent finalement. On s'intéresse de plus en plus actuellement à essayer de comprendre pourquoi et si, en tout cas, si le développement in utero comment dire, prédit de façon significative le neurodéveloppement. On sait que, en tout cas, les résultats préliminaires nous montrent que oui, et il y a un poids de l'hémodynamique cérébrale fétale dans l'expression des troubles. On trouve dans certaines études certaines lésions de la substance blanche en prénatal qui ont été observées dans des cohortes d'enfants, notamment avec des cardiopathies complexes. Et par exemple, ici, dans cette étude qui a été publiée par une équipe à l'hôpital pour enfants de Boston, qui montre la réduction significative des volumes corticales chez les fœtus avec une cardiopathie congénitale comparée à des fœtus qui ne sont pas diagnostiqués avec une TGV. Donc ici, par exemple, dans le groupe HLHS, TJ, comparé à un groupe optimal, donc contrôle sans cardiopathie, sans antécédent de cardiopathie. On a cette réduction corticale des volumes assez étendue. Et puis, ceci se retrouve également pour les fœtus qui n'ont pas été diagnostiqués avec une cardiopathie congénitale, mais qui ont un parent, donc une antécédent, on va dire génétique, de cardiopathie. Donc, on a cette même association ici. On le retrouve à peu près à 30-32 semaines d'âge gestationnel. Ce qui, bien sûr, nous fait penser que les anomalies neurologiques peuvent survenir avant même la naissance de l'enfant. Alors, quelles implications finalement cliniques dans ces contextes-là? Est-ce qu'on observe une relation avec les troubles du neurodéveloppement après à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, etc.? Alors, pour l'instant, on a très peu de recul, mais on a quelques résultats préliminaires. On a des résultats notamment à l'âge de 2 ans pour les mêmes groupes qui a été donc suivis dès la période fœtale actuellement. Donc, on a publié ces papiers en circulation cette année et qui montrent effectivement que la réduction des volumes corticaux prénatales va être significativement associée à une diminution des scores neurodéveloppementaux. Donc ici, donc ça c'est le volume total cortical qui va donc, plus ça augmente, meilleur ici seront les scores neurodéveloppementaux. Et ça a été retrouvé pour les groupes avec une cardiopathie, mais ça n'a pas été retrouvé pour les groupes contrôle. Donc ça nous montre effectivement qu'il y a une certaine vulnérabilité du cerveau immature des fœtus qui ont une cardiopathie congénitale qui se manifesterait de façon un petit peu différente. Les résultats qui ont été vus dans le développement moteur ont également été observés pour d'autres mesures, on va dire, de neurodéveloppement. Ce n'est pas qu'un seul domaine, ce qui montre quand même une certaine cohérence dans la prédiction, en tout cas de l'association, si on peut dire, de problèmes in utero sur le pronostic futur des enfants. Alors, il y a un autre facteur pour lequel on a un petit peu moins de recul. Hein. Je pense que ça commence tout juste, en tout cas, les équipes commencent à s'intéresser en disant qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont modifiables? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont potentiellement modifiables? Et un de ces facteurs, me semble important d'évoquer quand même aujourd'hui, c'est le stress maternel en anténatal. Alors, dans la population générale, on sait très bien que, bien sûr, le fait d'être stressé pendant la grossesse ne va pas forcément avoir un avantage sur le développement in utero de l'enfant et aussi sur l'expression cognitive future. C'est d'autant plus le cas pour les enfants qui ont d'emblée une dysmaturation cérébrale in utero. Et certaines études actuellement ont pointé le stress psychologique maternel en anténatal comme étant associé, en tout cas un des principaux facteurs associés à la diminution de ces volumes corticaux que je vous ai montré précédemment.
et notamment dans certaines zones corticales chez les fœtus avec une cardiopathie congénitale complexe. Ça a été montré au deuxième trimestre de grossesse, mais ça a été répliqué au troisième trimestre de grossesse. Donc, on a cette diminution ici en bleu, ce que vous voyez, donc, de certaines zones de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone sous-corticale qui est absolument essentielle pour la mémorisation et puis pour, bien sûr, le développement d'autres capacités d'apprentissage supérieures chez l'enfant. Donc, on a cet indice, ces études, je pense qu'il va falloir les répliquer. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul, encore une fois, mais c'est peut-être une piste qui nous dit, attention, peut-être qu'il y a des choses que l'équipe médicale et que l'équipe paramédicale peuvent mettre en place pour essayer d'optimiser, on va dire, le pronostic des patients. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit être attentif. Vous, en tant que cardiopédiatre, bien sûr, c'est d'autres professionnels également, néonatologie, le pédiatre, enfin bref, tous les personnes qui sont concernées et qui traitent ces enfants par les effets négatifs, potentiellement négatifs, des soins intensifs. Alors, des choses qui paraissent tout à fait évidentes, hein, mais qui méritent un petit peu plus d'études et surtout d'études d'intervention. Par exemple, la réduction des bruits, la gestion des procédures qui sont parfois très douloureuses pour les nouveau-nés, hein, qui peuvent en tout cas altérer l'aspect d'attachement aussi avec les parents. Donc, il y a toute cette dimension des prises en charge néonatales en réanimation qui me semble absolument cruciale. L'utilisation de beaucoup de lumière, par exemple, de bruit qui perturbent le cycle de sommeil des nouveau-nés. Parfois, c'est extrêmement difficile, bien sûr, de faire autrement, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut, en tout cas, qu'il faut travailler pour essayer d'améliorer cette prise en charge. Le fait que les enfants ont un mouvement limité, donc vous imaginez pour le développement psychomoteur, c'est absolument critique. Et puis, un facteur vraiment de l'ordre psychologique, qui a été beaucoup exploré dans d'autres populations, notamment les enfants grands prématurés, un peu moins chez les enfants avec cardiopathie congénitale, c'est les problèmes d'attachement parental qui sont parfois difficiles hein, dans ces conditions très compliquées hein, des prises en charge. Bien sûr, la survie de l'enfant est la priorité numéro un et absolue, mais il faut pas négliger ce rôle d'attachement parental qui va favoriser le neurodéveloppement des petits que vous suivez. Donc voilà, je voudrais finir donc avec, en tout cas la première partie avec ce diagramme, donc vraiment pour avoir une vision globale de ce que c'est les facteurs des risques. Encore une fois, c'est vraiment une multitude des facteurs des risques. Ils ne vont pas forcément affecter de la même façon les patients en fonction de quand ils arrivent, comment ils interagissent. Mais juste pour que voilà, vous voyez un petit peu la cascade d'événements qui peuvent survenir et qui peuvent donner lieu à des troubles du neurodéveloppement. Donc, on a parlé beaucoup des facteurs innés, des facteurs in utero. Certains sont modifiables, certains sont peut-être un peu moins modifiables. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de solution, en tout cas prouvée. Des facteurs opératoires. Alors, bien sûr, je ne cherche pas à minimiser, bien sûr, le fait du poids de post-opératoire, de périopératoire, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un petit peu moins les conditions, on va dire, de techniques chirurgicales à proprement parler qui vont jouer à l'heure actuelle dans le pronostic, mais c'est plus les choses qui sont à côté. L'utilisation répétée d'anesthésie, donc il y a quelques études là-dessus. Bon, ça c'est pour les enfants qui vont avoir plusieurs opérations cardiaques au cours des premières années de vie. Les aspects nutritionnels aussi, les enfants qui ne grandissent pas de façon appropriée par rapport à leur âge. Et puis, voilà, tous les environnements périopératoires qui peut être important. Et puis, je voudrais finir avec
les facteurs environnementaux qui sont aussi extrêmement importants. Les facteurs sociodémographiques, hein, bien sûr, ils sont très fortement corrélés au pronostic. Les parents, malheureusement, des enfants qui n'ont pas accès finalement à la prévention, à la rémédiation, au dépistage, le pronostic sera inévitablement moins bon puisqu'on va louper un certain nombre de choses malheureusement. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, en termes de la médecine sociale, c'est important à considérer aussi. Et puis, un facteur qui me semble important d'évoquer, l'aspect de la santé physique, cardiovasculaire, la santé d'activité physique, ou le manque d'activité physique plutôt, qui semble corréler de façon assez importante avec des troubles de la santé mentale, notamment chez les jeunes adolescents et jeunes adultes. On sait que les cardiopathies complexes ont tendance, en tout cas, à avoir une diminution de l'activité physique avec un potentiel déconditionnement cardiovasculaire et physique. Ceci va être un facteur de risque également pour les troubles de la santé mentale, notamment à l'adolescence. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette première partie du cours. Alors, pour l'instant, je pense on peut ouvrir aux questions si vous en avez quelques-unes. Et puis après, on va continuer la deuxième partie, on va dire plus clinique, avec les témoignages de cette maman qui nous a permis d'avoir son avis hein, sur le parcours neurodéveloppemental dans la deuxième partie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Question à Philippe. C'est beaucoup d'informations, je pense. Oui, c'est vrai. Je pense que l'objectif principal de ce type de présentation, c'est vraiment de vous sensibiliser, cardiopédiatre ou futur cardiopédiatre, à cette question de suivi du patient qui vraiment me semble en tout cas vraiment indispensable pour garantir la qualité de vie des enfants que nous voyons, enfin que vous voyez d'un point de vue médical et que nous voyons d'un point de vue mental. Est-ce que vous... Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a eu des essais randomisés prospectifs sur, par exemple, la gestion anesthésique avec les tensions péropératoires et post-opératoires en réanimation, ou le type de médicaments utilisés ou des choses comme ça? Il y a quelques-unes, notamment par rapport aux maladies, comment dire, au cœur univentriculaire. À ma connaissance, mais il faudrait que je peux vous transférer les références, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de différence claire entre les différentes techniques anesthésiques. C'est plus par rapport à la durée de l'anesthésie, au fait de la répétition des anesthésies et par rapport au moment du développement cérébral. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des anesthésies répétées, enfin, il vaut mieux entre guillemets, hein, un petit peu plus tard dans le développement que d'en avoir 3 dans les premiers mois de vie, par exemple. Donc, ça, c'est par rapport à la fenêtre de développement de certains groupes de neurones au niveau néonatal. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je pourrais... des choses qui n'ont pas été claires ou voilà, que vous voulez revoir? Non, pour moi, c'est très clair. Merci beaucoup. Très bien, merci. OK, donc s'il n'y en a pas d'autres questions à ce moment-là, je vous propose du coup d'arrêter cette première partie-là. Et puis, nous reprendrons donc alors à quelle heure? 13h30, si c'est bien ça. 13h30 pour la deuxième partie, qui va être un petit peu moins dense, je pense, mais qui va être tout aussi, je l'espère, importante pour vous. Voilà.
Alors, on s- je me déconnecte et puis on reprend à 13h30.